Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Joliba TV News. Bienvenue dans votre émission Le Rendez-vous des idées. Le Rendez-vous des idées, votre tribune qui reçoit des profils divers pour parler des questions d'intérêt national. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition, mais aussi du Mali face à la communauté internationale. Les sujets sont là, il y a plusieurs sujets d'actualité majeure. Et nous allons faire le tour de toutes ces questions pour parler de ces sujets. Nous recevons pour vous le président de la plateforme lutte contre la corruption et le chômage. Vous l'aurez compris. Notre invité est le professeur Clément Dambélé. Clément, professeur, bonsoir. Bonsoir, M. Mohamed Attal. Merci de répondre à notre invitation. Je vous remercie. Professeur Clément Dambélé, aujourd'hui, l'actualité politique au Mali reste aussi dominé par le discours du Premier ministre aux Nations Unies, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, qui, après son retour, a été quand même accueilli en héros à Bamako. Un commentaire et sur le discours et sur l'accueil triomphal réservé au Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Merci beaucoup, M. Attal. Le discours et l'accueil répondent à la dimension de notre posture. Nous avons aujourd'hui une posture qui consiste à attiser le sentiment nationaliste malien, à montrer que le Mali peut aller au grand rendez-vous des grandes nations et essayer de montrer que nous avons une certaine dignité, une certaine ferveur. Et cela répond à l'aspiration du peuple malien, en tout cas la majorité des gens qui veulent aujourd'hui qu'on lave la dignité des Maliens, qui veulent aujourd'hui qu'on montre que nous existons. Parce que pendant beaucoup longtemps, pendant des années, c'est ce qui manquait aussi quelque part, qu'on parle du Mali, qu'on respecte le Mali, qu'on écoute le Mali. Il y a à côté de ça une façon de le faire, une manière de le faire on pourra discuter. Et il y a aussi le respect des normes, de la dignité que nous devons mettre en avant. Mais toujours est-il que le discours aux Nations Unies, l'accueil à Bamako sont à l'image de la posture actuelle de la nation malienne. Si on peut parler de la nation au sens propre du terme. Ok. Oui, dans son discours, on va revenir sur le discours. Le Premier ministre par intérim a parlé de gente, en parlant de la France, d'une gente française au service de l'obscurantisme. On va évoquer un peu les grands aspects. Déjà, sur ce point du discours, quelle est votre analyse? Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'insulter les insultes par les insultes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin, comme le dit lui-même dans son discours, qu'on ne répond pas à un âne par un coup de sabot. Je pense que le Mali est déjà une grande nation, on est déjà respecté, on est déjà considéré. Et vous savez, les Maliens qui sont à l'extérieur aujourd'hui sont très fiers de se montrer maliens. Et continuer dans cette posture n'est pas du tout productif à long terme. Je pense qu'aujourd'hui, on peut passer à autre chose que d'insulter, de jurer. Et je peux comprendre les sentiments pour le Premier ministre Abdoulaye Maïga, qui à un moment en a marre qu'on traite les autorités maliennes par tous les noms. Je peux comprendre cette posture-là, mais je pense qu'il faut grandir. Il faut sortir de tout ça. Il faut montrer que nous avons d'autres chats à fouetter que d'aller répondre les uns et les autres. Alassane Ouattara, le président du Niger, la France, etc. etc. Et ça peut paraître un peu obsessionnel et dire qu'on passe à côté de l'essentiel. Et moi, je pense que nous avons d'autres priorités aujourd'hui à évoquer et que les autorités maliennes ont besoin d'être accompagnées, ont besoin d'être soutenues au-delà des discours, au-delà des injures qu'on peut... C'est vrai, on les a insultés avant, parce que quand tu prends le cas du président du Niger, et pendant 2 mois, il a quand même attaqué la junte militaire. Personne n'a répondu. Maintenant, Abdoulaye est parti, il a répondu. Mais est-ce que l'autre proverbe qui dit au Mali, quand un âne vous donne un coup de sabot, quand vous répondez par un coup de sabot, vous êtes égal à un âne? Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous révisons cela et que nous passons à autre chose, que les autorités actuelles se disent on n'a pas beaucoup de temps pour passer le maximum de nos efforts à tenir des propos, à parler, etc. Il faut passer à autre chose. On va les accompagner dans les actions,
dans les actes patriotiques, Oui. dans la reconstruction nationale. Tout le monde est prêt à cela. Oui. Moi, en tout cas, je l'ai dit ici, je suis prêt à le faire. Et je pense qu'il y a des millions de personnes comme Clément Oui. qui sont prêts à le faire. Oui. Mais que cela ne s'arrête pas au beau discours. Vous savez, le discours n'a le fait que dans la mode, c'est-à-dire son intégration sociale et sa singularité. Et le phénomène de mode ne peut pas durer dans un discours. Ok. Et le phénomène de mode ne peut pas durer dans un discours. Professeur Clément Dambélé, le Premier ministre qui était malade en repos forcé selon le communiqué de la primature, Dr Choguel Kokalamega, depuis 2 jours, nous avons ces nouvelles. Hein. Il est rentré à domicile pour sa rééducation. Est-ce que vous, déjà un commentaire, est-ce que vous pensez que dans les prochains jours, hein, il pourra récupérer son poste de Premier ministre? Mais moi, je pense qu'il faut plutôt souhaiter un bon rétablissement à notre grand frère, au docteur Choguel Kokalamega. Moi, je pense qu'on doit sortir de cette obsession du pouvoir, mais plutôt aller vers l'obsession sanitaire. On doit plutôt s'inquiéter pour son état de santé, lui souhaiter un bon rétablissement, plutôt que de penser... Moi, je n'ai jamais vu un Premier ministre par intérim qui s'en va, qui retourne. À mon avis, cela n'engage que moi. Abdoulaye Maïga est Premier ministre parce que moi, je vois même certains grands supporters de Choguel derrière Abdoulaye Maïga aujourd'hui. Parce que vous savez, quand le vent tourne au Mali, il y a beaucoup de gens qui tournent aussi leur veste. Parce que c'est souvent le sens de l'odeur que les chiens suivent. C'est un peu dur, hein? C'est comme ça, c'est la réalité. Oui. Et certains sont comme ça. Et les chiens, quand vous voyez une meute de chiens, ils ne suivent que le sens de l'odeur. Quand ils tombent sur une charogne, ils s'agrippent autour de ça. C'est un moment solennel pour eux. Il ne faut pas manger les charognes. Okay. Aujourd'hui, on parle aussi, on dit que le Premier ministre par intérim il est sur le point d'être aussi confirmé, Premier ministre. Est-ce que vous avez déjà des nouvelles? Et qu'est-ce que vous pensez, hein, si demain sa confirmation devient... Moi, j'ai les nouvelles pour le 2. Ce sont les nouvelles, ce sont les informations de coulisses. Okay. Et Abdoulaye Maïga sera très bientôt, je pense que c'est une question de jour, hein, confirmé comme Premier ministre. Après, il faut regarder le Mali et il ne faut pas regarder les hommes. Vous savez, notre drame depuis 1960, c'est d'attendre l'homme providentiel. C'est de penser que c'est à travers un homme que notre destin va changer. C'est faux. Tout comme Modibo Keïta n'a pas changé, n'a pas eu le temps nécessaire, ni la capacité nécessaire de changer le destin du Mali, Assimi Goïta ne changera pas le destin du Malien. Le destin du Malien, ça va se changer par le Malien même. C'est-à-dire qu'on doit sortir un peu de la posture à penser que nous sommes liés à l'homme plutôt qu'au système. C'est-à-dire qu'on doit penser plutôt à changer notre système qu'à penser qu'à celui qui est là aujourd'hui, c'est le roi qui est là, qu'il faut suivre bêtement, sans réfléchir. Et pourquoi je vous dis ça? Abdoulaye Maïga n'est pas plus mauvais que Choguel Kokalamega. Les deux sont le docteur. Hein. Parce qu'on a vu le docteur d'Abdoulaye, même si ce n'est pas lui qui le chante tout le temps. Mais en tout cas, je pense qu'Abdoulaye Maïga, il est aussi intelligent que Choguel Maïga. Les deux sont d'ailleurs Maïga, donc c'est la famille, donc le pouvoir restera toujours de la famille. Et Abdoulaye Maïga ne peut être que le fils de Choguel. Je pense que tout bon père aspire à laisser le pouvoir à son fils pour une bonne continuité. Si Choguel Maïga n'est pas là, qu'Abdoulaye Maïga est là, et il faut juste améliorer les choses. Okay. Et ce qu'Abdoulaye Maïga doit faire aujourd'hui, et très rapidement, c'est de ne pas continuer, de ne pas davantage diviser les Maliens. On est aujourd'hui profondément divisés, de ne jamais mentir au peuple malien. Ça, c'est un conseil que je lui donne parce que ça peut être fatal, de ne jamais mentir aux Maliens. Il n'a pas assez de temps. Si on respecte les délais pour les élections, il lui reste à peu près 13 mois, maximum 13 mois, parce qu'on va passer à la période de campagne. Donc, dans un an, 12 mois, parce qu'après, il y a la pré-campagne, etc. Donc, il lui reste 12 mois. 12 mois pour poser les jalons d'un bon Premier ministre. Il faut qu'il se montre intellectuel, moral, rassembleur, patriote. Et qu'il pose au moins quelques bases de réforme nécessaires pour que ceux qui viendront après eux puissent prendre le bon relais pour le bon Mali. Le Mali croit est très loin d'être aujourd'hui une réalité parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Le tableau n'est pas aussi reluisant qu'on y croit parce que le Mali ne s'appelle pas République de Facebook.
Sur Facebook, tout est bon, Oui. mais quand tu vas sur le terrain, c'est autre chose. C'est autre chose. Et Abdoulaye, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Mega, depuis qu'il est là, qu'est-ce qui a changé pour vous? Ce qui a changé pour Premier ministre, mais déjà, pour moi, est-ce que vous avez l'impression qu'il a déjà imprimé un style? Moi, j'ai l'impression que, pas qu'il a imprimé un style, j'ai l'impression... on dit, je répète une deuxième fois, je répète oui, ça c'est son côté militaire, parce que, vous savez, oui, les militaires, ils ont un style à dire plusieurs fois pour que ça rentre dans la tête. Ça, c'est le côté, aussi le côté instructeur. On voit chez lui le côté instructeur. Mais au-delà de sa mimique, au-delà de sa façon de répéter toujours les mêmes choses. Le militaire en chef. Le militaire en chef. Et je l'ai dit, je répète. Mais au-delà de ça, il faut voir un Abdoulaye qui a l'intention de faire des choses. Maintenant, est-ce qu'il pourra le faire? Au Mali, le problème des dirigeants, c'est d'avoir souvent le malheur d'avoir des mauvais compagnons, des gens qui te disent des bénis oui, qui te disent que tout va bien. Très mauvais conseillers souvent. Oui, au Mali, les conseillers maliens sont souvent des agents, d'indicateurs de mesures de popularité. Et ils mentent. Ils mentent toujours. Non, chef, le boss, le patron, tout va bien, tout le monde t'aime, tout le monde t'apprécie. C'est ce qui a fait échouer 99% des dirigeants maliens. Quand les gens ont faim, quand il n'y a pas d'école dans un pays, quand il n'y a pas d'électricité, quand il n'y a pas de route, quand on ne parle pas du chômage des gens, quand la sécurité va de mal en pire, quand les gens ont du mal à comprendre dans quelle direction on va, quand les gens posent la question sur leur devenir, pas de l'avenir, c'est loin, sur leur devenir, je pense qu'il faut rapidement et urgemment poser des bonnes bases, poser des jalons pour que les gens puissent avoir de l'espoir. Le Mali a besoin d'espoir aujourd'hui. Et cet espoir ne viendra que lorsqu'on posera des actes concrets et au-delà du discours. Mais Abdoulaye, je prends le cas de son contrôle sur l'effectif des fonctionnaires de l'État. Actuellement, il y a un grand contrôle sur les fonctionnaires de l'État. Il essaye. Je pense que j'aurais appris qu'il a commencé un État aussi au niveau de la primature. Je n'ai pas envie de me faire encore de nouveaux ennemis, j'en ai déjà assez. Mais que Abdoulaye essaye de changer le paradigme politique et populaire des choses pour essayer d'être un peu plus pragmatique. Maintenant, c'est un jeune, c'est un militaire, donc il n'a pas d'expérience politique. Il est jeune, il n'a pas l'expérience de l'âge, et ce n'est pas un administrateur depuis 30 ans. Et je pense qu'il a besoin d'accompagnement et que ceux qui veulent construire ce pays doivent se mettre autour de lui pour l'accompagner pour le peu de temps qui reste, parce qu'il ne reste plus beaucoup, pour le peu de temps qui reste, de conseiller Abdoulaye. Et quand ça ne va pas, de ne pas l'applaudir, quand ça ne va pas, de lui dire non, monsieur le colonel, Abdoulaye Mega, ça ne va pas, ce que vous dites n'est pas faisable, nous ne sommes pas d'accord. Et quand ça va, qu'on lui dit oui, c'est bien, il faut continuer. Il faut encourager quand ça va, mais il ne faut pas encourager quand ça ne va pas, parce que ça veut dire qu'on ment en soi, on ment à l'autre et on ment à sa nation. Ok, mais qu'est-ce que vous répondez s'il est par exemple confirmé Premier ministre, s'il est confirmé, je dis bien si, on va assister à une violation, à une énième violation de la charte de la transition, quand même, professeur. Mais accepter finalement la énième violation, parce que c'est déjà accepté. Quand vous-même vous dites la énième violation de la charte, mais continuons à accepter la énième violation de la constitution, de la charte. Ce ne sera pas la première fois qu'on viole cette charte. Est-ce que cette charte, elle existe même? Et pourquoi et pour qui? Et cette charte, elle fonctionnera depuis quand et dans quel sens? Mais cette charte, elle a été déjà longtemps violée, elle a été après violée, elle a été ensuite violée, elle sera toujours violée, et parce qu'elle n'a pas une assise pour ne pas être violée. Mais moi, je me vexe pas quand on viole la charte et la transition. Vous n'allez pas réagir, pour vous, c'est normal. Mais moi, j'avais dit que ce sera la suite logique des choses qui se passent aujourd'hui. Vous savez, la plus grande erreur qui s'est passée, c'est quand on est politique, qu'on arrive à côté des militaires, on ne doit pas être un suiviste. On ne doit pas être... toujours dans la meute, tu vois toujours un qui dirige, mais un qui reste avant-gardiste. Un homme politique, pendant la transition, doit être un avant-gardiste et non pas un agent à double face. Oui, Clément Dambélé, parlons maintenant du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. On ne parle pas beaucoup de lui,
C'est vrai, aujourd'hui, il jouit d'une grande popularité, hein, si on regarde un peu les perceptions ou ce qui se dit ça et là. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, le politique, qu'est-ce que vous pensez de l'homme, du style, même de la méthode, colonel Assimi Goïta? Mais moi, je pense qu'Assimi, ce n'est pas celui-là seul qui gère le Mali. Et ça, c'est la façon dont je vois les choses. Assimi, c'est celui dont on parle, mais ce n'est pas celui-là seul qui gère. Donc, il y a toute une équipe qui est derrière. Et contrairement à ce qu'on pense, autour d'Assimi, il y a des conseillers politiques très doués qui font de la politique offensive, défensive par moment, et que ce que je pense de la personne de Assimi, tel que je le connais, moi je le connais pas sur la vie politique publique, mais je le connais dans la vie privée. Assimi, c'est quelqu'un c'est un homme simple, il parle très peu, et il a du mal à parler. Et Assimi, c'est quelqu'un qui est foncièrement honnête. Moi, je le dis ici et je l'assume. Dans 50 ans, vous me poserez la même question, je vous donnerai la même réponse. Il est foncièrement honnête, mais c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience politique. Et heureusement qu'il est entouré, Assimi n'a aucune expérience pour gérer un pays. Mais il a besoin de tout le monde pour gérer le Mali. Lui seul, il ne peut pas gérer le Mali. Quand tu me dis mon chouchou parmi les colonels, je te dirais Sadio Kamara. Et pourquoi? Parce que Sadio Kamara, j'ai eu la chance de le voir dans l'action, j'ai eu la chance de le voir comment gérer l'armée malienne. Si aujourd'hui, l'armée monte en puissance, en grande partie, parce qu'il y a un ministre de la Défense, Sadio Kamara, qui fait ce bon boulot et qui parle très peu, dont on parle très peu, on le voit très peu. Et moi, j'aime sa discrétion et j'aime son silence. Et j'aime sa façon, il me fait penser à un ouvrier qui travaille et qui ne parle pas, mais quand c'est joli, on l'oublie, on l'applaudit et il n'en a pas besoin de projecteurs. Sadio a même peur de sortir à la télé, et moi j'aime ce côté soldat chez lui. Il a gardé un peu ce côté soldat chez lui. Quant à Assimi, il attend des choses. Je pense que Assimi répond un peu au fantasme des Maliens, mais le grand rêve des Maliens viendra plus tard. Plus tard. Oui, pour vous, le Malikoura, on parle aujourd'hui de Malikoura. Malikoura, pour les téléspectateurs non maliens, c'est le nouveau Mali. Hein, depuis la chute de Beka, on parle de Malikoura, du Mali nouveau, du renouveau du Mali. Pour vous, le Malikoura, est-ce une réalité ou un mythe ou même, un slogan? C'est un mythe, c'est un slogan, c'est un mensonge. Il n'y a pas de Malikoura. Il faut que les gens acceptent que notre grand défaut, c'est parfois de nous mentir à nous-mêmes. Et nous sommes souvent, ce qui me fait penser un peu au jeu de Hollywood. On fait du film, on fait du cinéma et on se prend trop au sérieux pour penser que la vie c'est du cinéma. Mais il n'y a pas de Malikoura. Le Malikoura, dans un pays où il y a encore de la corruption aggravée. On parle de Malikoura dans un pays où il n'y a même pas de route. Il n'y a aucun chemin à Bamako, aucune route même à Bamako, la capitale du Mali. En 2022, au XXIe siècle, tu ne peux pas faire 3 km sur une route goudronnée à Bamako sans avoir de problème. Dans un Malikoura où les paysans, le drapeau vert, jaune, rouge, qui commence par le vert, l'autosuffisance alimentaire, les paysans, il n'y a aucun plan d'urgence pour sauver les paysans maliens aujourd'hui. C'est une catastrophe. Maintenant, il y avait la corruption au niveau des logements sociaux, la corruption au niveau des Canam, la corruption au niveau de la police. Maintenant, c'est la corruption au niveau de l'alimentation des Maliens. C'est que les voleurs, les grands vautours du Mali sont arrivés aujourd'hui avec une audace à nous priver même de notre capacité à manger. Donc, ils veulent s'attaquer à notre vie. Et c'est ça le Malikoura. Le Malikoura, on ne pose pas la question sur l'école malienne. Ça nous fait presque 5 ans où il n'y a pas d'école à l'université du Mali. Ceux qui ont eu le baccalauréat en 2017, la plupart sont encore en 2e année, en 3e année. On parle de Malikoura quand il n'y a aucune véritable réforme posée encore ces jours-là depuis la chute d'Ibeka. Ça, ce n'est pas seulement qu'Assimi soit là aujourd'hui. Mais depuis la chute d'Ibeka jusqu'à aujourd'hui, moi je veux que quelqu'un, je défie tout le monde, que quelqu'un vienne me parler d'une réforme majeure qui peut changer le visage du Mali sur les 30, 20 années à venir. Il n'y en a pas. On parle du Malikoura quand le Malien n'a même pas une véritable orientation idéologique. On parle du Malikoura dans le discours, oui, mais dans les faits, c'est le Mali Koro, le Mali Kosaïna, c'est le Mali
tout récemment qui continue. Oui. Parce que l'ancien Mali, moi, je le préfère. Oui. Pourquoi? Oui. C'est le Mali des valeurs, c'est le Mali de la dignité. Le Mali qui n'était pas riche, mais le Mali qui se retrouvait. Aujourd'hui, le Mali croix, c'est le Mali de la division, c'est le Mali du mensonge, c'est le Mali de la corruption, de la contention, c'est le Mali d'une nouvelle bourgeoisie comprador qui s'éveille. Et c'est le Mali où le Malien croit à un rêve qui est très loin d'être réalisé. Le Mali où on ne peut pas s'exprimer aujourd'hui au risque d'être taxé de mauvais Maliens, d'être apatride, de se faire lyncher sur la scène publique, de se faire lyncher sur les réseaux sociaux. C'est ça le Mali croix. Et c'est le Mali croix, il ne faut pas l'aimer parce que c'est le Mali croix de la pensée unique qui est contraire à tout esprit démocratique et c'est le Mali croix de la clochardisation de la gestion du pays. Oui, Clément Dembélé, professeur Clément Dembélé, on vous sent très très fâché contre le Mali Koura. Pourtant, vous êtes, c'était vous qui clamez à la place de l'indépendance ce vœu, le Mali Koura. Moi, j'ai combattu Ibeka pour qu'il y ait un système qui mettra fin à la corruption. Le rendez-vous est avorté, oui. Moi, j'ai combattu Ibeka pour qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire. Les engrais, on ne les a pas distribués. 17 milliards qui volatiles, qui tournent dans tous les sens et personne n'est inquiété pour l'instant. Et que les paysans sont abandonnés en plein vol pour reprendre l'expression de mon grand frère Shogel Kokalamega. La France a abandonné le Mali en plein vol. Le Mali a abandonné ses paysans en plein vol. Donc la chute est brutale. Et ça, ce n'est pas un discours, ça c'est un fait réel. On va en parler, oui. Moi, on a combattu Ibeka pour qu'il y ait de l'électricité au moins, sur 24 heures, qu'il y a au moins 15 heures d'électricité. Il y a plus de coupures aujourd'hui qu'hier. On a combattu Ibeka parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait pas de route. Je viens de te dire que sur Bamako, même la capitale du Mali, il n'y a aucune route. Sauf Koulouba, c'est nous, que le passage officiel des chefs d'État, il n'y a aucune route où tu peux faire 3 km sur une bonne route à Bamako. On a parlé on a combattu Ibeka pour qu'il y ait l'égalité des chances, pour qu'il y ait de la justice. Encore, le pauvre a le malheur d'être malien dans ce pays parce qu'il n'a aucune voix pour s'exprimer. Ce Mali croix, je le déteste. Le Mali croix d'injustice, le Mali croix de mensonge, le Mali croix de démagogie, le Mali croix où il n'y a aucun projet sociétal de développement, le Mali croix où il n'y a aucune vision idéologique pour sortir de l'impasse. Moi, je déteste ces Mali croix. Je veux un Mali croix d'égalité, un Mali croix de justice, un Mali croix où il y a une bonne école, un Mali croix où il y a l'avenir pour nos enfants, où il y a la lutte contre le chômage. Qu'on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais qu'on pose au moins les pierres pour un soubassement. Tant qu'on n'a pas fait ça, je n'applaudirai pas pour ces Mali croix parce que ces Mali croix s'appellent la République de Facebook. Oui, mais qu'est-ce que vous reprochez justement à ces Mali croix? Parce que ils sont nombreux qui pensent aujourd'hui qu'il y a au moins quelques signaux, quelques lières d'espoir. Donc, et ils sont nombreux qui pensent que ceux qui viennent d'arriver ne peuvent pas tout faire, mais qui suis d'accord. Voilà, sur le volet par exemple de la sécurité, il y a des efforts, il y a des résultats. Est-ce que vous n'êtes pas très dur dans votre, analyse vous savez, ou dans votre critique contre le Mali Koura, contre la transition? Vous savez, le Mali Koura, ce n'est pas Assimi, ce n'est pas Sadio Kamara. Le Mali Koura, c'est tout le monde. Les gens se trompent, les gens confondent l'homme à la nation. C'est ça notre malheur. C'est ce que je venais vous dire, que nous sommes à l'attente d'un homme providentiel. Et vous savez, aujourd'hui, la majorité des gens veulent la pensée unique. Je vous renvoie à l'histoire de Jésus-Christ, quand il avait raison, mais qu'il a fini par être crucifié. Il ne faut jamais dire ce que les gens veulent entendre, mais il faut toujours dire la vérité. Et les hommes politiques aujourd'hui qui vont faire du civisme, qui vont tomber dans la niaiserie du populisme, qui vont attendre toujours à suivre le baromètre de la popularité, vont regretter demain, quand les Maliens vont comprendre que l'homme politique, ce n'est pas celui qui cherche toujours à se faire applaudir, mais celui qui propose, et celui qui reste constant, cohérent dans ses idées. Et vous savez, M. Atter, moi je préfère qu'on m'insulte aujourd'hui, mais qu'on dise au moins Clément a toujours dit ce qu'il pense, et Clément est resté cohérent. Et je préfère cela que demain qu'on dise oui Clément, on t'avait applaudi, mais tu avais menti. Et aujourd'hui on ne te veut plus. Et je préfère ma dignité dans la misère, dans la difficulté, dans l'impopularité, que d'avoir la popularité et de s'aimer après et de récolter après la honte. Et je ferai partie de ceux qui diront toujours la vérité. Je ne suis pas dur, ce sont mes jeunes frères.
Vous savez, Assimi, c'est mon cousin. Pas le cousin de la bouche, hein, le cousin au sens propre du terme. Parce que je rappelle que du côté de votre papa, oui, Mon ouais, père. Voilà, le maman Sira, c'est une peule. Hein, Oui, mon maman est Peul, mon père est Mianka. Du côté paternel, je suis un cousin direct à Assimi. Sadio Kamara, c'est quelqu'un qui me respecte religieusement. Et il a tout mon respect. Maliki Diaw, c'est pareil. Tous ces jeunes me respectent beaucoup et je leur dois aussi du respect. Et quand je leur dois du respect, ça veut dire que je dois leur dire la vérité. Mais je ne confonds pas ces colonels à la nation malienne. Avant qu'Assimi vienne, il y avait le Mali. Assimi est là, le Mali est toujours là. Après Assimi, il y aura toujours le Mali qui va continuer. Maintenant, parlons du Mali. Et ne pas confondre l'homme, la nation et l'armée. Aujourd'hui, dès que tu parles de l'armée, les gens pensent que c'est Assimi, c'est... Non, l'armée malienne, c'est des milliers de personnes, d'individus. Ça ne peut pas se limiter à 5 colonels. Est-ce que ça s'appelle être dur avec eux? Non. C'est dire la vérité de ce qu'est la réalité. Il faut que les Maliens acceptent aujourd'hui qu'on doit dire la vérité quand ça ne va pas, qu'on doit applaudir quand ça va. Mais mentir pour mentir, parce qu'on veut suivre la tangente des applaudissements, ça s'appelle de la lâcheté. Et moi, je préfère le renoncement comme Nietzsche, de dire la vérité, même quand ça ne va pas. Oui, je rappelle aussi que vous êtes quand même philosophe, hein, professeur Clément Dambélé. Oui, merci. Oui. Et Clément Dambélé, le discours, hein, revenons au discours du Premier ministre par intérim, Moussa Mara, l'ancien Premier ministre, dit que le discours, le ton est belliqueux. Il a jugé le ton du discours, il dit que ça peut compromettre nos relations avec nos partenaires, notamment nos voisins. Et lui, il n'a pas été applaudi, il n'a pas été compris. Réaction. Si Moussa Mara fait de la politique pour être applaudi, je pense qu'il doit cesser de faire de la politique. Si Moussa Mara fait de la politique pour que tout le temps ce qu'il dit soit approuvé, il doit cesser de la faire de la politique. Si Moussa Mara fait des analyses et qu'il veut jouir de sa liberté d'expression, il doit être soutenu. Il faut qu'aujourd'hui, on cesse de lyncher les gens, de traiter les gens d'indignes parce qu'ils donnent leur avis, ils donnent leur opinion. Est-ce le Mali croit qui va interdire aux gens de dire ce qu'ils pensent? Est-ce que nous voulons un pays où les gens ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent? Qu'il ait raison ou pas, il a donné son avis, ça n'engage que lui. Est-ce une raison d'aller insulter ses parents, d'aller l'insulter sur les réseaux sociaux? Est-ce une raison parce que Moussa Mara, à un moment, a dit que le temps est belliqueux? Quand notre frère, le Premier ministre Abdoulaye Maïga, dit que le président du Niger n'est pas même nigérien et qu'il doit être, je ne sais pas, de quelle nationalité, le temps est amical? Non, ce n'est pas un temps amical. Quand la France a traité les juntes, nos militaires de juntes, et qu'Abdoulaye aussi dit que la junte française, oui, il a répondu sur cette base, on le soutient. Ce n'est pas un temps amical. Non. Quand Abdoulaye répond à Alassane le troisième mandat, en disant qu'il a le troisième mandat et garder le ballon, voilà, et qu'il dribble lui-même en faisant le magicien, est-ce que c'est un ton amical? Non. Est-ce que quand Moussa Mara dit ça, que c'est le ton belliqueux et qu'on peut adopter un autre ton, est-ce qu'il a raison? C'est l'idée de Moussa Mara. Il a quand même la liberté de dire ce qu'il pense. Que les gens l'insultent, que les gens apprécient ou pas, on peut en faire un débat respectueusement, dans la dignité. Et non pas aller insulter sur les réseaux sociaux, traiter de fils de quoi, etc. Je n'ose même pas dire le mot sur un plateau. Pour quelqu'un qui a de la dignité, tu ne sors pas pour traiter comme ça. Il faut arrêter de... Ça, c'est des gens qui n'aiment même pas la transition. Parce que quand tu aimes la transition, je pense que tout homme digne aujourd'hui au Mali, que ce soit du côté de la transition, que ce soit des hommes politiques et religieux, personne n'est sorti pour condamner les propos de Moussa Mara. En tout cas, tous ceux qui se respectent. Moi, j'ai écouté à gauche, à droite, les gens sérieux dans ces pays qui sont écoutés, qu'on considère qu'ils réfléchissent beaucoup. Je parle des personnalités. Hein. Je parle des personnalités. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a condamné les propos. Parce que les gens comprennent qu'il faut aussi respecter la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Vous savez, demain, si on continue comme ça, même le silence sera un tabou au Mali.
le silence sera un tabou. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de ces idées. Mais demain, quand on ne parle pas, on viendra te lyncher chez toi. Parce que, et ceux qui s'asseyent, qui ne parlent pas, qui pensent que c'est une bonne chose, leurs tours viendront. Leurs tours viendront. Après Moussa Mara, ça sera le tour à qui? Et si vous pensez que le fait de ne rien dire, que c'est Moussa Mara, etc., je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de ce jeu de calcul politique, de ce jeu idéologique, de penser à ces jeux opportunistes. Pour dire que non, non, c'est Moussa Mara, on va le laisser se faire lyncher. Et nous, on ne va rien dire. Okay. Ceux-là qui se taisent sur cette vérité vous, chacun peut vont se faire lyncher demain. Peut avoir son tour. Chacun aura son tour chez le coiffeur, comme on le dit dans un vieux programme. Dans ce lynchage. Oui, ceux qui, où ils se taiseront, où ils se tairont toute leur vie. Toute leur vie, ils ne parleront plus. Oui. Maintenant, parlons des relations du Mali avec les voisins. Aujourd'hui, la question des 46 militaires ivoiriens détenus encore à Bamako, on parle de possible libération. Même si on sait que le dossier est judiciarisé, mais on parle quand même de possible libération dans les heures qui viennent. Déjà, une bonne nouvelle. Judiciarisation, on a libéré trois femmes quand c'était déjà judiciarisé, donc je pense qu'on peut libérer 46 quand c'est judiciarisé. Au-delà de la justice au Mali, il y a la morale, au-delà de la justice, il y a la négociation, au-delà de la justice, il y a la compréhension. Je pense que là où s'arrête la justice, peut démarrer la négociation, le rapport social et humain. Et libérer ces 46 militaires maliens, plutôt ivoiriens, ne peut que renouer les relations, ne peut qu'apaiser les tensions, ne peut que sauver aussi d'autres vies humaines et ne peut montrer que notre grandeur. Ne pas les libérer, c'est de prendre le baromètre de Facebook et on ne gère pas le Mali avec la température de Facebook. Ok, maintenant parlons de relations avec nos partenaires. Hein. Je parle de la France qui aujourd'hui aussi a été chassée, on peut dire, hein, a été chassée, elle est partie sans les honneurs. Aujourd'hui, il y a la Russie qui accompagne le Mali avec ce nouveau partenaire qui s'appelle la Russie, la France. D'après Choguel, qui nous a laissé abandonner en plein vol, aujourd'hui décrié, c'est la mal aimée. Comment vous voyez un peu cette... quelle lecture faites-vous, hein? Un partenaire part, un autre qui arrive aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette situation? Que vous savez, M. Attaher, notre malheur, c'est de toujours courir derrière les autres. En 2012-2013, nous avons couru derrière la France. Vous savez, il y a eu des enfants qui sont nés au Mali qui ont pris le nom de François Hollande. Ouais. Rappelez-vous sur le boulevard de l'Indépendance, place de l'Indépendance, quand François Hollande disait que c'est le plus beau jour de sa vie politique. Quand des millions de Maliens sont sortis pour chanter la France, il y avait des drapeaux français partout. 8 ans après, c'est la déception, la désillusion. On fait appel à la Russie. Si on ne fait pas attention, 8 ans après, ça sera encore la désillusion, les rêves avortés. Parce que nous devons compter que sur nous-mêmes. Le Mali n'a pas d'amis. Le Mali ne peut avoir que des partenaires. Et ces partenaires doivent être d'égal à égal avec nous, un partenariat gagnant-gagnant. En ce sens, il faut que les choses soient transparentes. On ne peut pas avoir des partenaires quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on a signé avec ces partenaires, qu'est-ce qu'on a évoqué avec ces partenaires, qu'est-ce que ces partenaires nous donnent réellement, sans parler du fait qu'il y a Wagner ou pas, je ne sais pas trop, mais réellement, qu'est-ce que la Russie apporte au Mali? Au-delà de la sécurité, moi je veux qu'on évoque la question économique. Qu'est-ce que la Russie peut apporter économiquement au Mali? Pour qu'on ne reste pas cloîtré dans le couloir de la sécurité qui ne viendra peut-être dans 20 ans que 30 ans. Parce que personne, là, la magie aujourd'hui de nous dire que c'est seulement dans 2 ans, 3 ans que la question sécuritaire du Mali sera réglée. En ce sens, on peut avoir des choses plus concrètes. Et une des choses plus concrètes, c'est la question économique. La question de l'école. Est-ce que la Russie va nous donner combien de bourses pour nos étudiants? La Russie va nous apporter quoi du point de vue économique? Est-ce que les Russes peuvent venir des infrastructures pour faire des infrastructures aux routes? Combien d'usines la Russie compte ouvrir au Mali? Et l'école malienne, qu'est-ce que la Russie peut apporter? Est-ce que la Russie est prête à ouvrir, à nous accompagner pour faire des centres de recherche, des bibliothèques? Est-ce que la formation de nos universitaires peuvent être accompagnés par la Russie? Voilà des questions que nous devons nous poser, notamment dans le flux du Niger, 2 millions d'hectares. Qu'est-ce que la Russie peut faire pour que nous puissions avoir cette autosuffisance alimentaire?
Les engrais, est-ce que la Russie peut nous donner des engrais à moindre coût pour que le paysan malien puisse avoir un sac de 50 kg à 5 000 francs? Okay. On doit poser ces questions, sinon vous savez quoi? On va aussi chasser un jour la Russie comme on a chassé la France. Okay. Oui, que Dieu sauve le Mali, hein, que le pays recouvre l'intégralité, puisse retrouver l'intégralité de son territoire. On l'espère vivement, hein, parce qu'il y a encore des parties du territoire qui ne sont pas sous contrôle de l'État malien. Professeur Clément Dambélé, parlons du chronogramme des élections. Les élections, c'est pour février ou mars 2024, c'est ce qu'a dit le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Est-ce que pour vous aujourd'hui, vous pensez que tout est là pour aller, le dispositif est bien là? Non, tout n'est pas là. Pour aller à des élections. Même le Premier ministre Abdoulaye Maïga a annoncé sur le tribune des Nations Unies l'autre jour, que le 22 septembre, il a annoncé dans son discours que le Mali va tenir sa promesse pour mars 2024. Oui. Moi, je ne crois pas pour l'instant, tant que on n'accélère pas le processus, tant qu'on n'implique pas tous les acteurs, tant qu'on n'a pas mis en place tout le rouage du système pour que cela soit une réalité. Le temps ne nous attend pas. Et pour l'instant, on n'a pas encore accéléré la machine à une vitesse supérieure pour qu'il y ait des élections en 2024. Il ne nous reste qu'un an parce que dans 2 mois, nous sommes en 2023. Et si le mois de décembre ou le mois de janvier 2023, tout n'est pas clos, tout n'est pas fini, la machine ne peut plus... Est-ce qu'on ne peut pas accélérer? On peut accélérer. On peut accélérer. Voilà. On peut accélérer, mais moi je ne vois pas pour l'instant, avec la situation actuelle du Mali, comment les choses vont se conjuguer. C'est pourquoi Abdoulaye Maïga doit très rapidement, s'il est confirmé, faire appel aux partis politiques, s'ouvrir au dialogue pour voir comment on organise les élections, qui sont les acteurs. On ne peut pas faire les choses sans les acteurs. On ne peut pas faire les élections sans les partis politiques, sans les hommes politiques. Ça n'est pas possible. Donc moi, je pense que Abdoulaye Maïga doit aller très vite. Il a une double chance. La première chance, c'est qu'Abdoulaye Maïga est le Premier ministre, il est ministre de l'administration territoriale. Donc il a moins d'excuses pour ne pas faire cette élection parce qu'il a toutes les cartes en main et son mentor, si on peut le dire, est le chef de l'État, Assimi Goïta. Donc ils ont tout en main et Sadio Kamara, ministre de la Défense, pour sécuriser les zones où il y aura des élections. Et moi je pense que quand on regarde Sadio Kamara avec ses compétences pour sécuriser les territoires, là en tout cas où on va faire les élections, et quand on regarde encore Assimi Goïta, colonel, qui gère le Mali aujourd'hui, quand on regarde colonel Abdoulaye Maïga, qui gère la primature, qui gère aussi le ministère de la Nation territoriale, comment on ne pourra pas faire les élections en 2024? Mais encore une fois, il faut qu'on se mette d'accord. Et moi, je leur donne un conseil. Je prends le peuple malien en témoin. Que s'ils savent que les choses ne sont pas mises en place, concrètement, pour aller à l'élection en mars 2024, s'ils attendent février ou janvier pour nous annoncer ça, ils auraient tout boycotté, ils auraient créé encore des crises au Mali. Qui disent dès maintenant, voilà la date à laquelle on doit faire ça, soit on n'arrive pas à le faire, on s'asseye entre Maliens, dans la plus grande sincérité, on discute, on dit, on a pu faire ça, on n'a pas pu faire ça. Donc aujourd'hui, on va voir avec la communauté internationale pour repousser de quelques mois s'il faut, de 6 mois si nécessaire, pour mieux organiser. Mais qui n'attendent pas pour qu'on a fait la pseudo-assise, les pseudo-assises de la nation pour dire qu'il faut prolonger. Ça sera encore du gâchis. Pour vous, ça va créer des tensions si on rate le rendez-vous de 2024. Mais inévitablement, ça va créer des tensions. De 2024. Ah oui, inévitablement, ça va créer des tensions. Des frustrations vont naître, des agressivités. Et ça, on ne le souhaite pas. Et moi, je pense que si aujourd'hui, la machine n'a pas démarré pour qu'on puisse avoir le résultat escompté, qu'Abdoulaye Maïga, Assimi Goïta s'assument et disent aux Maliens les choses ne sont pas aussi prêtes qu'on souhaitait et que dès maintenant qu'on se mette d'accord avec les partis politiques, avec les hommes politiques, les personnalités d'État, les personnalités d'opinion pour qu'on se mette d'accord entre Maliens. Sans la communauté internationale, si on se met d'accord, les Maliens sont capables de faire bouger les collines. Mais quand on essaye de mentir, de tromper, de cacher, de dire que oui, mais on est populaire. Ça veut dire que si on ne fait pas d'élection en mars 2024, une prolongation ou
une prorogation de la transition est aussi possible. Oui, de 6 mois. S'il faut pour mieux organiser les élections, moi, je ne vois pas de problème. Okay. Vous savez, mon problème, ce n'est pas de prolonger la transition. Mon problème, c'est de dire qu'on va faire des élections bâclées parce qu'on a donné une promesse. Mon problème, ce sera de faire des élections contestées. C'est ça, de faire des élections impréparées. Mais cette date, c'est la date vous savez, la démocratie. Cette date de 24 mois, c'est la date des autorités de la transition. Oui, mais ils ont déjà donné une première date qui n'a pas marché. Qui vous dit que la nouvelle date qu'on donne aujourd'hui, pour le mois de mars 2024, ce sera la bonne date? Non, il n'y a rien qui dit ça. Okay. Vous savez que celui qui a joué un premier match qui n'a pas marqué un but ne t'attend pas qu'il soit le meilleur joueur du tournoi. Donc ça veut dire que si ça arrive, ça arrive. Mais il y a aussi une probabilité, une possibilité qu'on ne puisse pas organiser les élections en mars 2020. Je sais que ça ne fait pas plaisir à beaucoup de mes amis politiques, mais si cela doit arriver, moi je pense qu'il faut très en avance discuter là-dessus et mettre en place des modalités pour prolonger cette transition de quelques mois. Je ne dis pas des années, mais de quelques mois pour mieux se préparer et aller, si nécessaire, pour une bonne transition. Parce que vous savez, mes chers terres, la démocratie, ce n'est pas les élections. Okay. La démocratie, c'est la façon de faire les élections. Et ça, il faut qu'on retienne cela. Okay. S'il ne s'agit pas de faire seulement les élections, pour nous la plonger dans une crise politique imparable, mais de mieux faire les élections pour avoir une bonne démocratie au Mali. Donc il faut y aller. Est-ce qu'on est en train d'aller à des élections? Mais non, on n'est pas en train d'aller. Moi, je ne vois pas. C'est pourquoi j'annonce en avance. Okay. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète. Parce que si on essaie de faire le même jeu qu'avant, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe, M. Atter. Aujourd'hui, est-ce que tout est prêt? Est-ce que tout est lancé sur la voie de faire les élections en 2024? Moi, je ne crois pas. Oui. C'est mon opinion. Est-ce que si cela doit arriver, il faut prolonger la transition? Oui. Et pour combien de temps? Peut-être quelques mois, 3, 4, 6 mois, pour permettre à une bonne élection, un bon déroulement électif. Est-ce que cela est indispensable pour apaiser, pour éviter les tensions au Mali? Oui. Est-ce que si on fait cela, on doit le faire en commun accord? Oui. Mais si on le fait avec une idéologie obscurantiste, en voulant tromper les gens, en voulant mettre en place la balance de la popularité, du populisme, etc., ça va être une catastrophe. Okay. Et ça sera dommage. Le projet de nouvelle constitution, pour vous, est-ce qu'il faut y aller à une nouvelle constitution? Non, mais on nous fait croire plutôt que de réviser, il faut aller pour vous à une nouvelle constitution. Il faut réviser la constitution. Il faut reprendre toute la constitution comme si, vous savez, ça sera un papier qu'on en sommes dans une période de transition. Oui. Je pense qu'il y a d'autres grandes priorités au Mali aujourd'hui, mais faire croire au peuple qu'en changeant la constitution, que le problème du Mali est réglé, c'est du mensonge d'État. Et l'histoire va rattraper ceux qui vont fomenter encore ces coups d'État intellectuels et institutionnels au Mali. Il faut réformer la constitution, réviser, enlever les parties qui ne sont pas bonnes et remplacer ces parties-là avec l'accord du peuple malien, sans populisme, sans mensonge, parce que l'histoire jugera chaque acteur aujourd'hui pour demain. D'accord. Clément Dambélé, parlons maintenant de la situation des cotonculteurs, des paysans. Vous avez fait un tour, vous êtes vous-même fils de paysan, vous venez de Koutiala. Quelle est la situation, rapidement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez parlé à un moment de crise alimentaire. Est-ce que la situation aujourd'hui, elle est explosive là-bas? Elle est apocalyptique. Elle est apocalyptique. Le terme n'est pas fort? Non, c'est juste. Ceux qui veulent vérifier, je les invite à aller à Kajolo, à Koutiala, je les invite à aller à Kita, à Kian, etc., etc. Un peu partout, à Kolondjeba. Elle est apocalyptique, la situation. Il y a des centaines de champs, des milliers de champs complètement décimés. Il y aura la plus mauvaise récolte depuis 45 ans ou 50 ans au Mali. Même la grande famine de 1979, on n'a pas vu autant de catastrophes. Et les gens doivent comprendre que la saison des pluies n'est pas seulement l'abondance des pluies. La récolte, une bonne récolte, ce n'est pas seulement la grande quantité de pluie. Une bonne récolte, c'est aussi les intrants. Une bonne récolte, c'est les semences. Aujourd'hui, les paysans n'ont pas bénéficié d'une véritable information sur le terrain à cause liant au changement climatique. Ils n'ont pas été informés. Les paysans n'ont pas été formés pour faire face à une agriculture pérenne, une agriculture productive. Aujourd'hui, les paysans ont été volés. Ils ont été violés dans leur dignité. Les paysans maliens ont été marginalisés. On les a complètement méprisés en pensant que
ce sont des 6 millions de Maliens avec lesquels on peut jouer le destin. Le paysan malien ne sait plus où aller parler, ne sait plus comment revendiquer, il ne se fait plus confiance aux autorités et il ne fait même plus confiance à son destin. Michater, vous ne trouverez peut-être pas plus que 2% des enfants des paysans qui souhaitent être paysans au Mali aujourd'hui. Personne ne veut être devenu comme son père. Or, le drapeau malien vert, jaune ou rouge, le vert, c'est l'autosuffisance alimentaire. Les paysans, on a réussi à les diviser, on a réussi à les marginaliser, à les traumatiser profondément. Comment vous pouvez comprendre que les zones d'arachide au Mali, qui ont été transformées en zones de coton, je parle de Koutiala, la région de Koutiala, je parle de Bougouni, je parle de Fana et je parle de Kita. On les a transformées en zones de coton, on a inculqué dans la mentalité et sur le fait les intrants dans la vie des paysans. Aujourd'hui, les paysans, la terre malienne ne peut plus produire sans ces intrants-là. Mais ce n'est pas la faute aux paysans, ils n'ont pas refusé. Mais ce sont les autorités, ceux-là même qui sont chargés de les accompagner, qui les ont trahis, on ne leur a pas distribué les engrais. Aujourd'hui, c'est 6 millions de paysans complètement dans la galère, dans la misère. Et ça va impacter sur les grandes villes, parce que quand la récolte n'est pas bonne, n'oubliez pas que ça va impacter sur les grandes villes, parce que l'année prochaine, il y aura une pénurie de céréales au Mali. Donc pour cela, il faut apporter des vraies réponses, au lieu de rester dans les discours creux, au lieu de rester dans le mensonge, au lieu de rester dans les accusations. Il faut aujourd'hui apporter des vraies réponses pour les paysans. C'est pourquoi nous, on a créé le mouvement d'Abakala au sein de la plateforme PCC. Le mouvement d'Abakala a pour objectif désormais, maintenant et désormais, de protéger les paysans maliens, de les accompagner et désormais de défendre l'intérêt des paysans maliens. Pour cette année, qui est urgent, nous demandons à ce que le prix du coton passe de 280 francs à 325 francs CFA. Où est-ce qu'on va trouver l'argent? Les subventions qui n'ont pas été distribuées. L'argent est là. L'argent des subventions est là, c'est le droit des paysans. Il faut juste l'imputer et le mettre sur le prix d'achat du coton. Ça, on peut faire ce minimum d'efforts pour ces paysans-là. Il faut aujourd'hui exonérer les zones au fil du Niger, au fil Syrie, au-delà de Sélengué, les zones de Moti. Il faut aujourd'hui les exonérer. Tous ceux qui sont au bord du fleuve Niger, qui paient des redevances eau, il faut les exonérer de ces taxes-là. Où est-ce qu'on trouve l'argent? C'est les subventions qu'on devait leur donner, qu'on ne leur a pas donné, il faut les remplacer. Et c'est faisable. Il y a beaucoup d'autres choses aujourd'hui qu'on a fait avec les paysans. Pour terminer, vous savez, le plus gros budget au Mali, le deuxième ou le premier, c'est l'agriculture. 360 milliards de francs CFA. 15% du budget national attribué aux paysans, aux agriculteurs, qui ne sont pas encore capables de se payer une ordonnance de 10 000 francs CFA, qui ne sont pas encore capables d'envoyer leurs enfants à l'école, qui ne sont pas quand même encore capables de s'habiller ou de dormir dans une maison digne de ce nom. Parce que tout simplement, on vole, on triche, on ment aux paysans. Tout simplement, les paysans n'ont pas encore de dirigeants dignes de ce nom. Le paysan malien est complètement désespéré. Et c'est le combat de tous les Maliens. Tout le monde doit se lever pour sauver la paysannerie malienne, parce que c'est de sauver la nation malienne, c'est de sauver notre dignité. Aujourd'hui, le Mali doit sauver sa dignité à travers ce combat de défense des paysans maliens. Ok, ce combat de défense des paysans maliens, hein, on va en parler largement. On pourra faire même une émission spéciale sur ça, sur la situation dans les zones au fils du Niger ou la situation à Koutiala, là où se trouvent nos paysans. Merci. Clément Dambélé, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Que faire justement pour une transition riche? Votre mot de la fin. La première chose à faire, une transition juste, c'est de donner l'espoir aux Maliens et non de nous faire consommer des rêves. Donner l'espoir à un peuple, c'est qu'au-delà des discours, c'est de poser la réforme de la justice. Commençons par ça. Même si on ne termine pas et que les régimes qui viennent après vont terminer, il faut la réforme de la justice. Il n'y aura jamais de vrais patriotes tant qu'il n'y a pas une véritable justice. Il faut la réforme de l'éducation. Le jeune malien va toujours chômer tant qu'il fait des études qui ne correspondent pas au marché. Faisons la réforme de l'éducation. L'espoir de demain, ce sont nos enfants qui vont dans les universités où il n'y a pas d'études. C'est une catastrophe. Il faut aujourd'hui une réforme de la santé aux Maliennes. Il faut aujourd'hui
rassembler les Maliens autour de 3 choses. Une idéologie structurée, des objectifs précis et des missions spécifiques pour le Mali de demain. Le Mali était là hier, le Mali sera là aujourd'hui, le Mali continuera demain. Les hommes passent, M. Attaher, la nation reste. Qu'on ne pense pas que ce sont des quelques personnes qui vont sauver le Mali. Le Mali sera sauvé par tous les Maliens, mais pas dans les injures, pas dans les insultes, pas dans le coups bas et pas dans la bassesse des réseaux sociaux qu'on va construire le Mali. On ne va pas construire le Mali avec la bassesse des réseaux sociaux. Sont là les derniers mots de notre invité, le professeur Clément Dambélé. Professeur Clément Dambélé, merci. Merci beaucoup, merci de passer ici. Hein. C'est là, vous pouvez passer quand vous le voulez pour parler de questions d'intérêt national. Merci, c'est moi qui vous remercie. Oui, je rappelle que vous êtes le président de la plateforme lutte contre la corruption et le chômage PCC. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Joliba TV News. Au revoir.